Dans l'épisode numéro 4, nous avons laissé un champ de bataille dont l'issue en 845 fut favorable aux armées bretonnes de Nominoé. Quelles furent les conséquences de cette victoire et comment le grand royaume breton unifié et conquérant va composer avec des invasions vikings à l'aune d'une Europe féodale? C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui en compagnie de Jean-Jacques Monnier dans ce nouvel épisode de La Bretagne en Histoire. Les Francs prennent la pâtée, on sait si c'est vraiment deux grosses armées qui se sont opposées? Quelques centaines de personnes à chaque fois. Ah, pas plus, c'est pas des combats dantesques. Non, Charles le Chauve n'a pas été à la hauteur. Donc victoire bretonne qui est renouvelée à 2 reprises et ça assure, disons, l'indépendance du royaume breton et son extension au pays nantais. Donc on peut dire que depuis plus de 1000 ans, le pays nantais est breton. Nominoé meurt près de Vendôme en 851. Il y a Erispoé, enfin toute la lignée commence à venir et les Bretons vont très loin, ils vont même au-delà de la Normandie vers là. Donc il y a Erispoé et Salomon, les 2 souverains suivants, qui vont étendre les territoires. Erispoé étant jusqu'à la Mayenne, au fleuve de Mayenne, s'empare également du Cotentin, et son successeur Salomon va encore beaucoup plus loin, jusqu'à la Sarthe. Salomon, donc le roi de Bretagne, se proclama prince de toute la Bretagne et d'une grande partie des Gaules, par la grâce de Dieu. Il est mort en 874, victime d'une conspiration fomentée par son gendre. Avec une Bretagne donc, qui était très très étendue, s'il n'était pas mort là, on peut penser que la Bretagne serait devenue la France ou vice-versa. Il a fallu mettre en place une sacrée logistique parce que déplacer une armée aussi loin, la ravitailler, ça veut dire que déjà il y avait quand même des intellectuels qui étaient au pouvoir. Oui, enfin, c'était aussi des bons militaires capables de chevaucher. Par la suite, donc, les conditions politiques vont changer. Et puis, c'est surtout l'arrivée des Vikings qui va mettre fin à ce grand royaume breton. La Bretagne est vraiment à son apogée au niveau géographique. Et là, les choses vont se gâter. Le sort va jouer en sa défaveur, un sort qui s'appelle Viking. Oui, donc juste après la mort du roi Salomon, les Vikings arrivent. Il se trouve aussi que la Bretagne s'est divisée en plusieurs morceaux avec des petits rois qui sont concurrents. Et les Vikings donc, soumettent le pays à des raids très destructeurs. Ils vont rester 14 ans. Et il a fallu donc un roi, Alain le Grand, battre les Vikings à Questembert en 888 pour que le pays soit à nouveau libre. La première grande ville touchée par les invasions vikings, ce fut Nantes. Oui, à Nantes, donc les Vikings ont fait une atrocité. Ils ont rempli l'église, la cathédrale avec la population civile et ils ont mis le feu à la cathédrale. Et c'était donc une sorte d'oradour sur glane avant l'heure. Donc ils sont partis une première fois, mais ils sont revenus, les Vikings, alors qu'ils avaient été chassés. Oui, donc il y a eu 20 ans de paix avec le duc Alain le Grand. Et en 908, alors, les Vikings reviennent, de 908 à 937, donc pendant une trentaine d'années. Et là, ils soumettent le pays à un pillage terrible, à des exactions épouvantables. Et il faut dire aussi que depuis 911, le roi de France leur a donné la Bretagne, qu'ils n'avaient pas. Pour se débarrasser des Vikings, il a dit aux Vikings, mais allez donc prendre la Bretagne, je vous la donne. Et à ce moment-là, donc, les Vikings se sont emparés du Cotentin d'abord, ensuite de Jersey et Guernesey, et ensuite ils ont commencé donc à s'installer en Bretagne et à y provoquer beaucoup de destruction. Ce qui veut dire en gros qu'en Bretagne, on a plus souffert des invasions vikings que le reste de la France? Oui, parce que justement ces Vikings sont venus rasier la Bretagne sur le conseil du roi de France qui voulait s'en débarrasser. Et puis, donc, comme la Bretagne est côtière et que les Vikings ne s'éloignent pas beaucoup des côtes, toutes les régions riches de la Bretagne, les régions côtières, ont beaucoup souffert. Ils ne vont pas être lassés à un moment donné, ces Vikings, de tout raser? Ils ne vont pas se décider à construire, à bâtir? Disons que dans cette phase-là, ils restent très, très violents. Le pays, donc, est tellement soumis à des drames que toutes les élites vont s'en aller. Les moines de Landévennec, leur abbaye est brûlée, ils s'enfuient, ils vont se réfugier à Montreuil-sur-Mer, près de Boulogne-sur-Mer. Et puis d'autres vont aller se réfugier en Grande-Bretagne, les familles régnantes vont en Angleterre.
Et les gens, c'est des sauve-qui-peut, hein. Tous ceux qui ont quelques moyens s'en vont. Des moines s'en vont avec des manuscrits. Les abbés s'en vont avec les reliques des saints bretons. Et donc la Bretagne, le peuple breton, disons la partie modeste de la population, subit cette domination viking avec beaucoup de difficultés. Elles vont revenir, ces élites, à un moment donné? Ces élites, oui, vont revenir en 936. Le petit-fils du duc Alain le Grand, Alain Barbetorte, qui était réfugié en Angleterre, revient en Bretagne, débarque et rejoint par beaucoup de Bretons. Et finalement bat 4 fois les Vikings qui ensuite donc vont s'en aller. Il n'a pas vécu en Bretagne pendant longtemps, pendant une trentaine d'années, et il s'empare du pouvoir. Il ne parle plus le breton. Et beaucoup des élites qui reviennent au bout de 30 ans parlent la langue du pays qui les a accueillis et ne parlent plus le breton. Et c'est à l'origine d'une première grande coupure culturelle entre les élites et le peuple. On est obligé de parler, lorsque l'on parle des Vikings en Bretagne, de Guillaume le Conquérant. Et pour une raison assez particulière en plus, quoi. Oui, Guillaume le Conquérant a battu les Anglo-Saxons à la bataille d'Hastings en 1066 et a pris le pouvoir en Angleterre. Et Guillaume le Conquérant, donc, c'était le duc de Normandie. Et ce duc de Normandie, donc descendant des Vikings, avait dans son armée beaucoup de Bretons, hein, entre 30 et 40% de Bretons. Et ces Bretons donc, ont participé à la conquête de l'Angleterre. Et ensuite, d'ailleurs, un de ces Bretons a reçu un territoire en récompense dans la région de York, l'honneur de Richmond. Richmond, donc c'est un nom de ville anglaise. Et cette ville anglaise est devenue territoire breton pendant plusieurs siècles. On parlait le breton partout à cette époque-là? Le breton était parlé dans l'ouest de la Bretagne et par petites poches dans la partie est. Et ailleurs, à la campagne, était parlée une langue romane, dérivée du latin que l'on appelle le gallo. Comment était organisée la société bretonne d'après les Vikings? Oui, après les Vikings, donc on passe dans une période particulière, c'est la période féodale, qui va durer à peu près 4 siècles, jusqu'en 1341. Les ducs de Bretagne ne sont plus vraiment des rois comme avant. Ils sont obligés de prêter hommage à un souverain plus puissant. Toute l'Europe, comme ça, est hiérarchisée. Un hommage simple, c'est généralement un hommage personnel pour avoir la paix et avoir une certaine protection. Alors, tantôt, ils prêtent hommage au roi de France, tantôt, ils prêtent hommage au roi d'Angleterre, tantôt à tel ou tel comte, le comte de Blois, par exemple. Et c'est une façon, donc, de sauvegarder la paix. À un moment donné, donc, le nouveau duc de Bretagne, c'est une famille qui vient de France, qui s'appelle Pierre de Dreux. Et Pierre de Dreux, qui deviendra Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, vient de Normandie et apporte le symbole de la Bretagne, l'hermine, qui figurait sur son blason. Prince français, qui va devenir le duc de Bretagne. Et qui a d'ailleurs, une fois à la tête de la Bretagne, été tout à fait breton et partisan de l'indépendance bretonne. On en sait plus. Pourquoi il a choisi cet animal-là? C'est vrai qu'il y a une légende qui dit la mort plutôt que la souillure. Ça, ce sera beaucoup plus tard, au XVe siècle. L'hermine se verra intégrée dans toute une sorte de légendaire breton. Mais là, donc, c'était simplement sur son blason et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, l'hermine vient de Normandie et a été finalement complètement acclimatée en Bretagne. D'accord, donc avec un roi qui s'est senti entièrement breton à part entière. Hein. Oui, donc dès qu'il est arrivé en Bretagne, il a cherché à étendre son pouvoir contre le clergé et contre les seigneurs. Et d'ailleurs, l'Église l'a appelé Pierre Mauclerc, Mauclerc, le mauvais clerc, ennemi de l'Église.
On poursuit la succession de ce Dreux jusqu'à son arrière-petit-fils, Jean III, qui ne va pas avoir de descendance. Au XIIIe siècle, la Bretagne émerge à nouveau entre deux voisins de plus en plus puissants, les royaumes de France et d'Angleterre. Non sans heurts, elle s'affirme comme une puissance politique et économique. C'est ce que nous découvrirons dans le 6e épisode de notre série La Bretagne en histoire. À bientôt!